Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents pour ce webinaire. On va parler d'un sujet qui peut préoccuper tous les acteurs, qui touche tous les acteurs. C'est les contrats territoriaux d'accueil et d'intégration. Voilà. Je remercie également les partenaires du CARIFOREF qui sont présents et qui vont vous reparler de l'importance du référencement sur la plateforme Cariforef, puisque cette plateforme est utilisée également, bascule chez France Travail et permet d'identifier les formations sur tout le territoire. Donc je les remercie, Anne-Laure et Laurent, de la démonstration que vous allez faire et des réponses que vous allez pouvoir apporter aux opérateurs qui parfois peuvent se poser la question de telle ou telle obligation dans les conventionnements et autres arrêtés qui peut leur paraître une perte de temps ou quelque chose d'un petit peu inutile. Voilà. Et bien je remercie enfin on va dire les personnes de l'ORIV, notamment Muriel et Martine, pour la préparation de ce rendez-vous. Merci beaucoup Emmanuel et merci l'adresse. Comme vous le voyez, on vous propose effectivement un déroulement autour des politiques territoriales globalement. De quoi on parle quand on parle d'une politique territoriale? Et bien évidemment, la question des politiques territoriales au titre de l'intégration, avec en particulier le dispositif actuel contrat territorial d'accueil et d'intégration, mais on a eu historiquement des politiques territoriales antérieurement qui nous permet de savoir comment les atouts et les limites de ce type de démarche. Et pourquoi on s'intéresse aujourd'hui aux politiques territoriales depuis plusieurs séances, et notamment la séance que nous avons eue au mois de septembre, on a beaucoup insisté sur l'importance de travailler entre les acteurs autour de coopération, mais aussi en termes d'échanges, de connaissances, les autres acteurs, etc. Alors, on va voir, on peut avoir des outils qui nous permettent quand même de travailler. Alors, on avait vu déjà quelques plateformes, et comme ça a évoqué à l'instant par Emmanuel Morel, évoqué en particulier la plateforme de l'offre de formation linguistique qui est mise en œuvre par le CARIF OREF du Grand Est, qui est une démarche au niveau national. Mais ils reviendront sur ce point. Et je voulais aussi souligner que on aura un témoignage du contrat territorial d'accueil et d'intégration d'Épinal. On a deux autres contrats territoriaux accueil et d'intégration qui sont présents aujourd'hui. Et bien évidemment les services de l'État. On aura, comme chaque cette matinée, de présenter des structures, notamment l'ADAE Francas en Sahel plutôt, et puis peut-être d'autres qui souhaiteront intervenir. Voilà. Donc, tout de suite, les politiques territoriales. De quoi on parle quand on parle de politique territoriale? J'ai essayé de faire un petit schéma pour essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle de politique territoriale. Alors, au niveau de l'ORIV, en tant que centre de ressources, à la fois sur les questions de politique de la ville et d'intégration, on travaille régulièrement sur les questions des politiques territoriales. Alors, on a des politiques sectorielles sur des thématiques, et puis on a des politiques qui se déploient à partir de thématiques ou globales sur les territoires. Grosso modo, quand on travaille sur une approche territoriale, donc à un endroit, ben on a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Ce que je disais, une vision à 300 degrés, parce que en fait, quand on travaille sur un territoire, l'idée, c'est vraiment de considérer le territoire dans sa globalité. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est la question de l'histoire du territoire. La réalité à Épinal, c'est pas celle de Mulhouse, c'est pas celle de Strasbourg, et même des quartiers et les entités de chaque territoire, elles sont différentes.
Bien évidemment, il y a la question de l'histoire, parce que il y a des manières d'intervenir, des relations, des réalités territoires différentes. C'est un premier élément. Bien évidemment, il y a les caractéristiques sociodémographiques. Alors, j'ai marqué des habitants, mais ça peut être les publics. Et donc, effectivement, c'est un élément important, bien évidemment, parce que quand on travaille sur une politique publique, très souvent, elle s'adresse auprès d'un public. Donc, on va s'intéresser à notre public en particulier. Au-delà des questions des caractéristiques sociodémographiques, on a un enjeu sur la question des structures et des équipements. Alors, quand je parle de structures et d'équipements, c'est à la fois les moyens qui existent en termes d'équipement, mais aussi les entreprises, la richesse du territoire. Et là aussi, on a des réalités très différentes. Un point sur lequel j'ai beaucoup souvent insisté, sur l'écosystème des acteurs, pas seulement de considérer qui intervient sur un territoire, qui est présent sur le territoire, mais c'est aussi comment les uns et les autres travaillent ou pas ensemble. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est la question de la connaissance. C'est pas parce qu'on connaît les acteurs que on fait système en tant que tel. Et ça, c'est aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, on a besoin de travailler sur cette question d'écosystème. Souvent, dans les politiques publiques, on est plutôt sur des actions que sur une préoccupation des acteurs. Or, on se rend compte avec le temps qu'il faut articuler, bien évidemment, mettre en œuvre des actions, et ça c'est le point suivant, hein, action et dispositif, mais c'est aussi l'articulation, la cohérence entre les acteurs. Et un dernier point qui me semble important quand on travaille sur un territoire, c'est comprendre les dynamiques existantes. Souvent, en fait, quand on travaille sur des politiques ou quand on fait un constat, très souvent, on va sur tous les points négatifs, les difficultés, etc. De plus en plus, nous, ce qu'on propose au niveau de l'ORIV, c'est aussi identifier les leviers, les opportunités qui existent, parce que on ne pourra pas mettre en œuvre des actions qu'à la condition de s'inscrire dans les dynamiques qui existent. Du coup, on le verra peut-être tout à l'heure avec des questions territoriales, mais ça me paraît être important. Donc, sur ce point encore, évoquer que chaque territoire a de fait une réalité différente et de plus en plus, on voit bien que les politiques qui sont mises en œuvre, que ça soit porté par le niveau national ou le niveau local, c'est une adaptation. Et on voit bien alors on le verra sur le contrat territorial d'accueil et d'intégration, on part bien du local et des enjeux en tant que tels. Et donc, pour expliquer ces différents éléments que je vous proposais, j'ai mis un petit schéma qui rappelle que on a les questions d'histoire, de structure et d'équipement, c'est plutôt ce qui fait les éléments structurels. C'est toujours là en tant que tel. Donc, c'est les éléments qu'il faut se rappeler d'où on part en tant que tel. Ensuite, on a cette partie sur les habitants ou les publics et l'écosystème d'acteurs. C'est souvent plutôt cet élément qui est mis en avant, avec plutôt les questions sociodémographiques des publics. On oublie un peu la richesse ou la faiblesse des acteurs. Et dans le contexte actuel très compliqué financièrement, beaucoup d'entre nous sur des questions de financement, etc., c'est d'autant plus important de comprendre l'écosystème d'acteurs et trouver des moyens pour assurer ce soutien. Il faut quand même savoir que beaucoup de politiques, et notamment les politiques sur lesquelles nous intervenons, s'appuient sur les acteurs associatifs. Donc c'est un point important. Et bien évidemment, le troisième élément, c'est comment on met en œuvre les deux premiers volets avec dispositifs, les actions et là où les dynamiques. Ce que je vous ai mis enfin en bleu, c'est un peu la question des processus. Toutes les politiques publiques ne se déploient pas
en politique territoriale. On l'évoquera pour la politique d'intégration. La politique d'intégration, historiquement, c'est une politique nationale. Donc elle se déploie, mais actuellement sur certains territoires en tant que telle. Et ça donne lieu des modes de travail ensemble ou pas. Quoi qu'il en soit, quand on travaille sur un territoire, très souvent, on a d'abord un temps de travail qu'on va parler de diagnostic. Alors, j'ai fait le choix de ne pas mettre le terme de diagnostic, parce que quand on parle de diagnostic, souvent, on parle seulement des publics et ce qui ne vaut pas. Voilà. Donc, du coup, je vous propose plutôt d'avoir une réflexion en termes de l'analyse du territoire et des publics, en termes de constat, parce que oui, il faut identifier ce qui marche moins, les dynamiques qui existent déjà. Et je vous propose cette approche par ce qu'on appelle les AFOM, c'est une approche par 4 axes, les atouts, les faiblesses, les opportunités et les risques qu'il peut y avoir. Et je crois que c'est intéressant et de ne pas seulement partir sur des questions, simplement les constats de population en tant que telle. Hein. Voilà. Et d'autant plus qu'on parle de plus en plus de parcours. Et quand on parle de parcours, c'est cet élément. Du coup, deuxième élément, la logique du système d'acteurs, mieux identifier les missions de chacun, parler d'un état des lieux. Et là, quand on n'a pas une politique localement mise en œuvre, à minima, c'est de l'animation des acteurs ou des outils. Et là, on va évoquer juste après la question de l'outil justement au niveau de la plateforme qui est proposée par l'OREF CARIF en tant que tel. Donc, il n'y a pas toujours une animation locale d'une politique publique. On va voir sur les CTAI permettent aujourd'hui sur 10 territoires du Grand Est une animation, mais ce n'est pas forcément systématique en co-construction. Aujourd'hui, c'est plutôt du côté des préfectures, sous-préfectures ou DETS-PP qui animent la politique territoriale localement. Par exemple, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, sur la Haute-Marne, par exemple, il y a eu une réunion territoriale qui a été organisée autour de l'ensemble des acteurs de l'intégration à l'initiative de l'État en présence de l'OFI pour essayer d'expliquer. Donc on était bien sur cette logique-là. Mais on va le voir que de manière générale, idéalement, une politique territoriale, c'est une stratégie. Donc, c'est pas que de l'animation, c'est aussi du pilotage. Donc, le pilotage actuellement pour les niveaux départementaux avec les DETS-PP ou préfecture sous préfecture, avec la DRES qui assure une animation de l'ensemble sur le Grand Est. Voilà. On a aussi un enjeu en termes de coordination, et ça, on va revenir sur les contrats territoriaux d'accueil et d'intégration. Une question autour de quel sens on donne des actions qu'on mène, les questions de coopération, et bien évidemment, je le mets en dernier, mais qui me paraît important, de plus en plus une recherche de mobiliser directement les publics, les premiers concernés en tant que tels. J'ai été peut-être un peu longue, mais ça me semblait important pour pouvoir cette question si on fait réseau entre nous, c'est aussi pour arriver à cette question d'une politique qui répond au mieux au territoire, auprès des publics, en ce qui nous concerne plus directement, les étrangers primo-arrivants en tant que tels. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, la politique territoriale, on la déploie à tous les niveaux et au niveau régional, effectivement, vous l'avez évoqué, mais on est dans un souci de coordination de l'ensemble des dispositifs. Et quand on voit la pluralité des opérateurs qui se sont connectés aujourd'hui, ça illustre bien cette pluralité aussi au niveau régional. Vous parliez d'harmonisation, on est également sur cette préoccupation d'harmonisation, de coordination au niveau régional, puisque
On travaille avec différents ministères, et pas uniquement les ministères de l'Intérieur qui représentent l'intégration, mais aussi avec la DIAL sur sur le logement, mais également sur l'emploi avec la DGEFP, avec l'éducation nationale. On a différents ministères, on a vraiment ce souci de coordonner, vous disiez coordonner les dispositifs et articuler les différents dispositifs pour éviter d'être redondants et surtout éviter les zones blanches. Et effectivement, cette culture de la coordination, de l'harmonisation et de l'articulation des différents dispositifs et différentes structures nous semble vraiment euh, prépondérante et primordiale dans le souci que l'on a au niveau de mettre en place toute action publique, on va dire. Voilà. Merci Emmanuel, effectivement. Et on y reviendra effectivement sur les articulations, l'harmonisation, etc. Pour la politique d'intégration, ce qui nous paraît d'autant plus important, que c'est une politique globale, puisqu'on s'adresse à la vie du public en tant que tel. Et donc, effectivement, comme vient de dire Emmanuel, on touche tous les domaines de la vie quotidienne. Donc, effectivement, c'est un élément important. Du coup, je vous propose effectivement une intervention de Anne-Laure Henry et Laurent Laguerre. Merci pour ce temps que vous nous consacrez durant ce séminaire. Donc, pour revenir sur ce qu'expliquait Madame Maffesoli, donc je suis Anne-Laure Henry, référente de la Bascarif. Bascarif, je vous expliquerai un petit peu plus précisément de quoi il en retourne. Et alors, mon collègue Laurent, s'il souhaite se présenter de suite, je lui passerai la parole durant le PowerPoint. Donc Oui. Laurent Laguerre, gestionnaire Basoffre, le collègue d'Anne-Laure. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Et donc notre objectif aujourd'hui est de pouvoir vous présenter notre démarche en fait de collecte des formations en général, mais plus précisément de l'offre de formation linguistique à destination des publics réfugiés immigrés, et vous montrer tout le potentiel en fait de recherche à travers notre plateforme, et surtout pour les structures qui seraient présentes et qui proposeraient des formations dans les domaines concernés, de pouvoir les référencer sur notre plateforme. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, notre mission est au sein du Conseil régional Grand Est, l'intégration des Bascarif, mais nous sommes cofinancés par l'État et la région. Donc nous répondons également en fait à des besoins plus spécifiques selon nos financeurs. Aujourd'hui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc les centres d'animation de ressources et d'information, CARIF, et OREF, les observatoires régionaux emploi formation, sont portés, comme je vous le disais, par l'État et les conseils régionaux. Donc c'est une spécificité au niveau Grand Est. Nous avons été intégrés au sein du conseil régional, mais ça n'empêche que nos missions restent identiques. À travers en fait l'ensemble de nos missions qui sont très larges, je vous les expliquerai après. Nous avons un cadre bien spécifique suite à un décret de 2021 qui encadre bien par le code du travail nos missions plus spécifiques. Notre mission, nos objectifs sont à destination des professionnels et du grand public. Donc là, aujourd'hui, vous êtes là en tant que professionnel, mais la Bascarif a pour vocation de s'adresser à tout type de public. Notre objectif est de recenser, puis diffuser toutes les formations dispensées en Grand Est. Alors, quand on dit toutes les formations, on est sur un périmètre de formation continue. Donc là, pour le différencier, en dehors du cadre scolaire, on va l'entendre comme ça, et toutes nos formations, en fait, ça veut dire qu'elles soient des certifications, donc un bac pro, un titre professionnel, un CACES pour les habilitations, qu'elles soient professionnalisantes, donc la formation parfois plus courte, elle peut être très longue, mais parfois plus courte, en fait, à destiner à un public en reconversion, salarié, en recherche d'emploi. Ça peut être du perfectionnement, de la remise à niveau, de la création d'activités, que ce soit en alternance, et quand on dit alternance, c'est apprentissage, contrat de pro. Je vous donne le cadre très large, mais je pense que c'est important que vous puissiez avoir une visibilité sur notre cœur de mission. Alors donc, comme je vous expliquais, nous sommes du coup, nous collectons toute l'offre de formation certifiante, habilitante, tout ce qui est professionnalisation, perfectionnement, remise à niveau, création d'activités en apprentissage, en alternance, voilà. Peu importe les financements. Donc,
que ce soit des financements du Conseil régional, de France Travail, de l'État. Donc là, on commence un petit peu à toucher du doigt l'offre qui nous concerne aujourd'hui. AGFIP, OPCO, fonds privés. Voilà. On n'a pas de limite sur les financeurs et non plus sur le public. Que nos formations soient à destination d'un public salarié, demandeur d'emploi, jeunes, apprentis, bénévoles, en situation de handicap, public immigré, réfugié, peu importe. L'objectif est de capitaliser l'ensemble des formations disponibles en Grand Est sur un seul outil. Donc l'outil, le site est formation.grandest.fr. Derrière, en fait, je vais vous expliquer après les objectifs de tout capitaliser sur un seul outil et donc la visibilité qui en découle. Quelques chiffres, au moins pour vous quand même situer l'activité de notre système. L'année dernière, donc en 2024, nous avons véhiculé plus de 33 000 sessions de formation. Donc ça représente beaucoup d'offres extrêmement variées dans de nombreux domaines sur la formation longue, courte, certifiante et non certifiante. Sur notre cœur de cible, en fait, on a un peu plus de 4 700 formations en apprentissage. La commande publique nous représente presque 3 500 offres de formation et notre catalogue global en fonds privés, c'est-à-dire le catalogue plutôt tout public, on va dire des offreurs de formation, presque 25 000 sessions de formation. 1400, plus de 1400 organismes de formation, sachant qu'on en a plus de 4000 dans notre système. Certains sont plus ou moins actifs, ça dépend des années. En tout cas, l'année dernière, ça représentait 1400 centres de formation et CFA. Et pour pouvoir véhiculer toute cette offre, la contrôler, capter, échanger avec les organismes, les financeurs, les partenaires, nous sommes donc 6 agents qu'aujourd'hui Laurent et moi-même représentons l'équipe. Et nous avons eu plus de 6000 mails et 1300 appels, 1350 appels hier, l'année dernière pour les établissements et pouvoir les renseigner. Donc en tout, plus de 350 000 consultations par an. C'est quand même des gros volumes. Ce qui concerne notre présence du jour, on va vous faire un zoom sur l'offre de formation qu'on appelle linguistique. C'est la dénomination qui est donnée plus particulièrement en fait au catalogue de formation que nous captons à travers notre mission et la mission confiée au CARIFOREF par la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, donc la DIAN. Et donc, autour de notre objectif de collecte de formation, plusieurs types et surtout plusieurs financeurs. Donc, nous référençons à travers notre système Grand Est tout un tas d'offres, donc toutes celles à travers le BOP 104 du nouvel appel à projet également 2025. Aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, c'est de faire connaître également la diffusion à travers notre catalogue et comme je vous le disais, capter également les structures peut-être que vous êtes autour de l'écran et vous sensibiliser à la déclaration des formations dans notre système. Puisque effectivement, pour pouvoir les capter, nous avons un système de connexion, je vous montrerai après, très rapidement, pour les structures, les établissements de formation, mais structures plus larges, centres sociaux, structures associatives, diverses et variées, qui doivent venir déclarer. Et il y a des obligations en fait aussi de venir déclarer dans notre système. Nous captons également le nouveau marché OFI 2025-2026. Il est également en cours d'intégration. Là, pour le coup, on a déjà eu des échanges avec les structures qui ont été retenues sur le périmètre Grand Est. Donc, elles commencent à être capitalisées dans notre système. On vous montrera également. Nous recensons directement, et là pour le coup c'est vraiment Laurent qui s'en charge, toute l'offre OEPRE, donc l'école ouverte aux parents, donc qui est complémentaire à l'offre ASL et OFI. Donc là elle est en cours d'intégration. Nous capitalisons également toute l'offre M et derrière, en fait, pour vulgariser, c'est tous les diplômes universitaires passerelles qui permettent à un public qui vient d'arriver sur le sol avec déjà des diplômes du supérieur de pouvoir créer de la passerelle, avoir des formations passerelles pour passer d'autres certifications au sein des universités ou dans des structures proposant des formations du supérieur. Par ailleurs, en fait, cette année, nous avons une grosse démarche proactive auprès des structures de notre territoire qui sont habilitées à dispenser le TEF-IRN et le TCF-IRN. Donc, derrière ces deux terminologies se regroupent deux certifications permettant d'indiquer un niveau acquis de français langue étrangère.
Ce français langue étrangère est indispensable. En fait, ce niveau d'acquisition est indispensable aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de titres de séjour, en fait, sur certains niveaux. Donc, le niveau A2 de mémoire et le niveau B1. Donc là, en fait, la démarche proactive pour y revenir, nous avons à disposition, en fait, la liste, elle est connue, elle est publique, en fait, des organismes en France qui sont habilités, en fait, à faire passer ce test de français. En fait, cette certification et permettant d'obtenir un niveau, finalement, d'appropriation de la langue. On a la liste, au niveau du répertoire national des certifications professionnelles et donc Laurent a déjà relancé, par 2 ou 3 fois cette année l'ensemble des organismes qui le proposent, en fait, à venir déclarer dans notre système que je montrerai après, ces formations pour permettre de les mettre également ensuite à disposition des professionnels pour orienter correctement les publics. Voilà, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur passer l'information également parce qu'on a beau envoyer des mails, très honnête avec vous, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir capter l'attention des structures diverses et variées pour qu'elles viennent déposer dans notre système. Ensuite, nous capitalisons également toute offre FLE, finalement, complémentaire aux appels d'offres qu'on a pu décrire au-dessus. Donc, en fait, des structures qui vont proposer indépendamment des ateliers de français langue étrangère ou spécifiques, dédiés ou d'acculturation diverses et variées. N'hésitez pas à venir les intégrer également dans notre système. Tout dispositif. Voilà. Notre site, donc, c'est formation.grandest.fr. Je vais faire glisser une fenêtre avec un. Vous la voyez, c'est parfait. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment garder la main en fait sur la fenêtre et pas sur le diaporama. Super. Donc en fait, voici le site formation.grandest.fr. Ce site vous permet de faire des recherches et surtout en fait de voir toute l'offre de formation qui a été déclarée par les différentes structures. Donc si je reprends le cas du OE, PRE. Je tape juste OEPRE. Je ne vais pas aller plus loin par rapport au filtre de domaine de niveau de sortie puisque ce n'est pas ce que je recherche. Je ne vais pas mettre de localisation, mais je vais juste faire rechercher. Donc là, en faisant rechercher, alors je pense que ce n'est pas la déclinaison. Je vais reprendre un autre terme parce que j'avais fait un test. Voilà. Je vais reprendre le FLE. Donc, en reprenant le FLE, je vais avoir tout un tas de certifications et de formations qui vont m'être proposées, plus ou moins pertinentes, comme vous pouvez le voir. Je peux avoir du luxembourgeois, parce qu'il y a aussi d'autres certifications, mais globalement, je vais déjà avoir un premier résultat sur lequel je vais pouvoir filtrer. Ça, c'est la première entrée de recherche que je voulais vous présenter. Si vous êtes un acteur, que vous devez venir déclarer les actions, sachez déjà que les actions OEPRE aujourd'hui, elles sont déclarées par Laurent. Nous avons une liste d'actions OEPRE. Néanmoins, si vous souhaitez vérifier, vous pouvez rentrer en contact avec Laurent, il pourra vous donner la déclinaison des actions qu'il a recensées, mais vous pouvez tout simplement vous créer et accéder à notre plateforme par le petit menu burger et le portail en fait de connexion, d'inscription pour créer un espace, sachant que nous avons déjà plusieurs entités. Donc, avant de venir vous déclarer, je pense qu'il est intéressant qu'on puisse faire un point et voir ce qui existe déjà. Donc, toujours à travers Laurent, moi-même, vous pouvez vous rapprocher. Je vais quand même vous montrer très brièvement pour l'OEPRE, puisque la question nous a été posée spécifiquement. Je vais passer du coup par le plutôt. Alors là, on est sur le portail, on est sur le back-office, l'arrière en fait de notre système OEPRE. Et donc là, on peut voir à travers l'OEPRE qu'il y a des collèges qui sont surtout mis en avant. Et comme les collèges aujourd'hui n'ont pas forcément d'accès, l'offre est déclinée et a été renouvelée en fait par Laurent directement dans notre système à travers ce choix et à travers un seul ministère, alors qu'il n'est pas marqué ministère de l'Éducation nationale, juste parce qu'à un moment, ils ne font pas mettre 2 cofinanceurs. Il y a du cofinancement sur ces aspects-là et pour la bonne remontée des données dans les systèmes, finalement, on va rester sur quelque chose de plutôt centralisé au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais en tout cas, en fait, l'offre est bien répertoriée, si ça peut répondre déjà à votre question. Premier niveau, mais on pourra y revenir. Concernant l'OFI, je propose également que s'il y a des questions qui doivent être posées, qu'elles le soient posées en direct. Il n'y a pas de souci, hein, moi c'est plus vivant en fait, on peut répondre en direct, il n'y a pas de problème, hein. Je suis bien d'accord. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole et poser leurs questions, il n'y a pas de souci. Bonjour, D'accord. donc Émilie Eden, Bonjour. directrice territoriale de l'OFINMES. Donc, on a une question, nous, sur effectivement, est-ce que cette liste d'opérateurs est déjà connue, des opérateurs agréés, des organismes Pour le agréés? Est-ce que les tarifs seront aussi
connu émis, parce que du coup, la certification sera à la charge des apprenants. Et est-ce que ces tarifs sont encadrés? On parle bien des TEF et du TEF IRN et des 2 certifications que je vous évoquais précédemment, hein. C'était ça dont vous me parlez, Oui, c'est puisqu'effectivement, elles ça, le peuvent. certificat Voilà, on est d'attente du d'accord. niveau A2 Alors, notamment, ou B1 pour la carte de ouais. résident de 10 ans. Alors, la liste, effectivement, aujourd'hui, elle est connue, comme je vous le disais, elle est publique. Donc, je me permets, en direct, je vais vous montrer, en fait. Aujourd'hui, elles sont répertoriées au niveau de France Compétences. France Compétences étant l'instance nationale permettant de référencer l'ensemble des formations, des certifications reconnues par l'État. Et donc, le TEF IRN et le TCF IRN sont reconnus par l'État en tant qu'habilitation. Et effectivement, ils font partie de. C'est pour ça, comme on sait qu'il y a beaucoup d'attentes, nous, on va référencer l'offre. Sur notre offre de formation, effectivement, alors je vais passer par Certif Info. Alors, à travers le réseau des Cariforef, on met à disposition plusieurs outils. Et donc, il y a un outil permettant en fait de rechercher un titre ou un diplôme. Donc, un titre ou un diplôme, ça peut être très large, hein, mais du coup, si on tape le TEF IRN, donc là, vous allez tomber sur ce fameux TEF IRN. En cliquant dessus, vous allez avoir effectivement tout un tas d'informations, mais ce qui va être intéressant derrière, potentiellement, c'est d'avoir accès à ce code. Et à travers ce code, vous arrivez sur le site de France Compétences. Sur chaque fiche ORNCP à France Compétences, il y a, en tout cas pour la majorité, des listes d'organismes préparant à la certification. Donc ça se télécharge. Vous pouvez y avoir accès et avoir la liste des établissements. Derrière, ce qui me semble encore plus pertinent à travers le réseau des Cariforef, c'est que vous avez accès, je vais revenir sur la page d'accueil donc des outils intercariforef.org. Il y a un outil qui a été développé il y a 1 an et demi, 2 ans par le réseau des Cariforef qui s'appelle Keyform, parce que vous trouvez qu'il y avait un manque en fait à travers tous les outils dont on dispose déjà, mais c'était plutôt rechercher tout ce qu'un établissement propose en certification, mais également un recherche par certification et tous les établissements qui le proposent. Et c'est là, en fait, où ça devient intéressant. Donc, si je tape un code RNCP, donc je reviens sur, donc là, je suis du RS 6775. Je vais taper donc RS 6775. Voilà. Je vais faire une recherche. Et je vais tomber sur le fameux TEF IRN. Je vais voir qu'il est accessible. Il est actif aujourd'hui. Je vais avoir l'ensemble des structures en France qui sont habilitées à former et à dispenser cette certification. Je peux l'avoir sous forme de tableau Excel, d'extraction, sous forme de cartographie. Ça, c'est valable pour l'ensemble des certifications. C'est là où ça va être intéressant sur notre périmètre, mais sachez qu'on peut l'avoir à travers un autre outil. Je vais vous le montrer après. Aujourd'hui, pour le financement, je n'ai pas la réponse. Juste pour vous montrer le circuit, pour vous dire aussi que nous collectons, mais le but, c'est pas de garder les infos pour nous. Comme vous l'avez compris, c'est pouvoir les diffuser. Donc nous, aujourd'hui, on a un système de la base Carif qui permet aux établissements, aux structures de venir référencer l'offre qu'elles proposent sur son territoire dans un seul système, quotidiennement. Donc déjà, toutes ces formations, elles sont visées, contrôlées. Donc par notre équipe, pour nous assurer en fait qu'elles sont quand même conformes à un cadre légal et réglementaire. Nous les véhiculons quotidiennement à destination de notre réseau national Intercariforef qui les capitalise au sein d'un seul système et d'une seule base. Mais cette base, elle a vocation également à communiquer avec d'autres acteurs au niveau national, puisqu'on fait partie d'un grand écosystème que nous nourrissons. Et comme le disait Madame Afessoli en introduction, notre premier consommateur de données, c'est France Travail aujourd'hui. France Travail absorbe l'intégralité de notre catalogue, quasi l'intégralité. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, derrière en fait, un demandeur d'emploi, il y a d'autres situations. Il y a des jeunes en mission locale, il y a des personnes en situation de handicap, il peut y avoir des publics réfugiés, immigrés en attente en fait également, et qu'ils vont pouvoir avoir à disposition l'ensemble du panel d'offres de formation proposées sur le territoire. Donc voilà, donc tous les conseillers ont accès à notre catalogue de formation. Derrière, nous alimentons plus spécifiquement des plateformes dédiées. Et donc là, pour le coup, c'est là que je vais passer la parole à Laurent et je vais switcher. Voilà, Laurent, je te laisse la parole. Donc oui, donc une fois que toutes ces actions ont été saisies, contrôlées et validées sur la base Carif, elles sont, comme l'ensemble des actions, elles sont transférées au niveau national sur le réseau des Cariforef, qui propose parmi toutes ces rubriques la rubrique concernant la formation linguistique. Donc ça se présente sous forme d'un tableau récapitulatif et sous une forme de cartographie également, que l'on va vous présenter juste après.
Et il y a également toute une documentation sur tout ce qui concerne l'apprentissage du FLE en Grand Est en ce qui nous concerne. Donc Donc là, là, vous avez des liens un peu barbares, mais bon. oui, on n'a pas eu le choix. Je suis vraiment désolée, comme dit Laurent, c'est barbare, mais du coup, je vais tout de suite me rendre de nouveau, voilà, ici, et donc de nouveau sur le site Cariforef, Voilà, et donc en donc page ici, d'accueil, voilà. En page voilà, d'accueil, vous avez trouvé une formation linguistique et vous arrivez sur cette page qui est dédiée au FLE, avec un module de recherche pour les professionnels, un autre pour le grand public, ainsi qu'un tableau récapitulatif des certifications. Le module de recherche pour les pros est composé d'un moteur de recherche simple, mais que l'on peut affiner avec plein de filtres. Région, département. Si on prend le Grand Est, vous arrivez sur un tableau récapitulatif. Vous pouvez faire des tris et vous pouvez également donc passer par la cartographie. Dans le tableau, si vous cliquez sur l'intitulé, vous arrivez donc au contenu de l'action en question. Et alors, Laurent, si vous aviez d'autres points à mettre en avant? effectivement, il y a le bonjour, bonjour, je vais aller assez vite, qui permet de choisir une langue d'entrée. Donc, c'est une plateforme à destination du grand public, ça n'hésitez pas. Et donc, le fameux tableau des certifications en français qu'on évoquait tout à l'heure, qui vous permet en fait de voir toutes les certifications. Donc, on reprend avec les liens. Et donc, vous voyez, on va avoir tous les tests, l'ILAT également, CLES B1. Voilà, on a tous les tests en fait aujourd'hui avec toutes les caractéristiques différentes. Effectivement, donc vraiment cette plateforme, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle est vraiment très riche et elle est là pour vous accompagner dans votre travail au quotidien également. Nos coordonnées. Alors, merci Laurent pour l'adresse. Je vous invite quand même à utiliser l'adresse générique parce qu'on a vocation quand même à. En fait, Laurent est plus spécifiquement sur ce sujet. On a des collègues qui sont sur d'autres sujets. On essaie un petit peu tous de s'acculturer aux différents sujets pour pouvoir apporter une réponse la plus rapide possible également. Mais voilà, en tout cas, vous n'hésitez pas. Là, pour le moment, vous pouvez tout à fait demander à travers ces coordonnées-là. Laurent ou moi-même, il n'y a pas de difficulté particulière. Et merci beaucoup. Du coup, merci. Je vais passer la parole à Emmanuel. Oui, merci Muriel. En fait, je voudrais juste revenir sur la notion de formation qui diffère suivant les plateformes. La formation sur Cariforef, c'est formation voilà, qui se soit rémunérée ou pas. Si on est sur une plateforme Keros, quand ça bascule sur la plateforme Keros de France Travail, la formation, c'est une plateforme. On entend par formation une action où les bénéficiaires sont des stagiaires rémunérés, enfin sont rémunérés. Donc la notion de formation, je pense qu'au niveau des opérateurs, faut pas se poser trop de questions. En tout cas, un grand merci. On voit bien que le sujet, alors, à la fois la question linguistique, de manière générale, formation ASL ou quoi que on vous dise, il y a un besoin, c'est évident. On sait que les choses ont bougé beaucoup les dernières années. Il ne s'agit pas de hiérarchiser les types d'actions. On se rend compte que sur les territoires, vous voyez que j'arrive tout doucement à revenir sur les questions territoriales, mais en fait, c'est cette question, c'est qu'on sait qu'il y a un besoin, on sait que c'est compliqué, et que bien évidemment, plus les acteurs peuvent se croiser, se rencontrer, on arrivera à mieux à la fois utiliser les outils et en même temps permettre des parcours qui tiennent la route en tant que tel pour les personnes et les accompagner. Et on voit bien à l'échelle du Grand Est, pour les différents départements et les territoires, on a des logiques différentes avec des endroits où il y a une animation qui est mise en place, qui est ou pas un contrat territorial d'accueil et d'intégration,
Et donc, on voit bien que c'est un levier important en tant que tel. Alors, la question linguistique est un élément majeur, mais on pourra avoir d'autres sujets. Hein, on sait que sur les questions d'accès au droit, c'est compliqué aussi. Aujourd'hui, on a aussi des grosses questions avec les questions, bien évidemment, d'emploi et de santé en tant que tel. Du coup, alors, on n'est pas à côté de ce qui a été mis en avant, mais c'était montrer que effectivement, on n'a pas des politiques localement toujours partout, et donc il est important de savoir ce qui existe. Et idéalement, on peut avoir aussi des territoires, des villes, des intercommunalités, voire des départements qui organisent les choses en tant que telles. Donc, je veux revenir un tout petit peu sur la question de la politique d'intégration et la politique entre les politiques nationales et les politiques territoriales. Rappelez quand même que, premier élément, j'insiste toujours là-dessus, il y a bien une différence entre la politique d'immigration, qui est strictement une politique au niveau du gouvernement, sur la gestion des flux et des entrées et des sorties, et la politique d'intégration. On a bien deux éléments en tant que tels. Si historiquement, on a eu une différence entre deux ministères, entre la politique d'immigration a toujours été au ministère de l'Intérieur et que la politique d'intégration était plutôt du côté de l'action sociale, niveau social, et depuis maintenant 2005 un peu plus, on a en fait à la fois le ministère intérieur qui gère à la fois la politique d'immigration et la politique d'intégration avec des ministères, des services différents. La politique d'intégration, elle est mise en œuvre sur le plan national, comme je l'évoquais, sur le ministère de l'Intérieur et sur les services déconcentrés. Je l'évoquais tout à l'heure en tant que tel, avec le niveau, c'est au niveau du préfet en tant que tel qui ingère aussi cet aspect, et après les différents services déconcentrés et l'agence de l'OFI, la structure qui va mettre en œuvre en tant que telle la politique d'intégration. Je rappelle quand même le choix qui a été fait historiquement, que la politique d'intégration est une compétence régalienne pour éviter qu'on a une logique très différente selon les territoires. Je le disais tout à l'heure, c'est un atout, la logique territoriale, sauf que on pourrait avoir, si on a une approche que locale, le risque d'avoir une prise en charge très différente. Et donc, du coup, effectivement, la politique d'intégration est une démarche régalienne et nationale. Voilà, j'insiste sur ce point en particulier. Et on le voit aujourd'hui, certaines collectivités peuvent avoir d'autres options dans un contexte très tendu sur les questions de la présence des migrants. Bien évidemment, c'est aussi une garantie, la politique nationale. Voilà. Alors, l'objectif de la politique publique d'intégration, telle qu'elle se définit, c'est bien de faciliter l'accès des étrangers primo-arrivants à l'autonomie et la mobilisation des politiques publiques. Et donc, comme pas mal de politiques publiques, on a d'abord une approche sur des éléments spécifiques avec le BOP 104 notamment, et après la prise en charge par le droit commun, c'est-à-dire tout le monde, puisque les étrangers primo-arrivants, après 5 ans, je vais revenir sur ce point, relèvent de toutes les politiques publiques, les actions, les dispositifs qui existent en tant que tels. De fait, les collectivités territoriales, elles interviennent sur la politique d'intégration, même quand il n'y a pas de contractualisation avec l'État, qui intervient au titre de leurs compétences en tant que tel, que ce soit le niveau départemental, régional, intercommunal ou des communes en tant que tel. Et donc,
de fait, les collectivités territoriales, en particulier les communes, participent à cette intégration dans la mesure où les personnes sont sur le territoire. Et donc, le premier interlocuteur, c'est bien dans la proximité en tant que leur présence sur le territoire. Donc, historiquement, on a toujours eu une présence, une préoccupation d'un certain nombre de collectivités qui s'intéressaient à cette question de la présence immigrée en tant que telle. Voilà, donc la question de la proximité qui est un élément majeur en tant que tel. Pardon, j'ai été un peu trop loin, un peu trop vite. Alors, comment on est passé de politique nationale aux politiques territoriales, comment on en est arrivé à cette question en tant que telle. Et c'est aujourd'hui, on parle des contrats territoriaux d'accueil et d'intégration depuis 2019. Mais en fait, on a eu des démarches plus anciennes en tant que telles. Et ça nous permet d'avoir un peu une analyse des points forts et des points faibles dans ce domaine. Donc, de fait, la place des collectivités et plus largement les partenaires de l'État a pris une place différente en fonction des périodes et des logiques d'installation sur les territoires. Un petit point quand même de rappeler que, alors je ne vais pas faire l'histoire de la question d'intégration, mais il faut quand même rappeler que il y a on va dire 60 ans, 70 ans, les arrivées sur le territoire étaient liées fortement à la question de l'emploi et du travail. Après 74, on a une primauté du lien familial. C'est pas pour autant que les autres entrées arrivaient, mais du coup, on avait une installation sur les territoires différente. La logique des logements a aussi intervenu et c'est la raison pour laquelle ces trois éléments interviennent en fait sur les installations sur les territoires, des territoires, des réalités différentes. Par exemple, les politiques nationales, à un moment donné, il y a très longtemps, hein, après 45, on avait un lien très important entre les entreprises et la politique d'intégration parce qu'il y avait la question de l'emploi. À partir de 74, ça a plus été la question du regroupement familial, mais aujourd'hui, les membres de familles de Français, les membres de familles de réfugiés, etc., et logements, fait qu'ils arrivent sur certains territoires. Et il y a quand même un impact complémentaire qui est arrivé ces dernières années avec le déploiement du dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile a amené en fait l'arrivée des personnes sur d'autres territoires. Et quand on regarde par exemple à l'échelle du Grand Est, il y a puisque l'ORIV travaille ces questions depuis 1992, on constatait qu'on avait, par exemple, puisqu'on travaillait d'abord sur l'Alsace, en Alsace, on avait à peu près une trentaine ou quarantaine de collectivités qui accueillaient des personnes sur leur territoire, ou l'arrivée des personnes sur leur territoire. Aujourd'hui, on va être plutôt de 150 à 200 communes concernées. Donc, effectivement, on est sur une réalité différente. Et bien évidemment, on ne peut pas comparer l'arrivée à Strasbourg, par exemple, que sur Cernay ou à tel endroit. En tout cas, pour montrer qu'il y a aussi le besoin d'un travail sur une politique territoriale, elle a évolué avec le temps. Et du coup, je reviens sur l'écosystème et à des endroits où il y a un travail depuis longtemps, historiquement, et d'autres, effectivement, c'est nouveau, l'arrivée, avec des profils de primo-arrivants très différents. Et donc, à plusieurs reprises, l'État a souhaité co-construire des politiques d'intégration, que ce soit sur des communes, intercommunalité, mais aussi on a eu une période sur les PRIPI. Donc peut-être un petit point rapidement, on a eu du coup, j'ai essayé de recenser les démarches plutôt les plus importantes. Vous voyez, en 1983, on a la mise en œuvre de ce qui s'appelait alors les contrats d'agglomération, qui très rapidement se sont appelés les contrats locaux pour l'accueil et l'intégration. L'objectif, c'était de coordonner des actions conduites
au sein des collectivités territoriales sur l'intégration des populations immigrées. Donc là, on était sur tous les publics immigrés. C'était une convention conclue entre l'État et une collectivité. C'était dédié aux villes moyennes ou rurales, mais pas étaient exclus les territoires qui étaient relevant de la politique de la ville, hein, à l'époque. Et c'était une contractualisation sur 3 ans. À l'époque, nous, on était encore, en 1983, on était sur le volet Alsace. Et donc, on a accompagné 7 territoires à l'époque qui travaillaient sur cette question des contrats locaux d'accueil et d'intégration avec des coordinateurs qui étaient mis en place, etc. Et donc, ce dispositif s'est tout doucement éteint vers les années 2000. Il y a eu un élément particulier, donc en 1990, donc pendant la mise en place des contrats locaux d'accueil et d'intégration, des sites pilotes pour l'intégration. C'était une circulaire qui a été mise en place avec 60 sites qui avaient été mis en place. Et là, la volonté était plutôt justement une articulation entre la question de la politique d'intégration avec la politique de la ville. Et donc là, ces sites pilotes pour l'intégration étaient dans des quartiers politiques de la ville en tant que tels. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, actuellement, il y a une intention particulière dans le cadre des contrats de ville 2024-2030 d'articuler les CTAI avec les contrats de ville. Les contrats territoriaux et d'accueil et d'intégration sont une annexe quand il y a un contrat de ville 2024-2030. On a eu aussi une expérimentation, puis un élargissement sur, alors c'était plus une politique territoriale avec une contractualisation, mais la mise en place d'agents de développement local pour l'intégration en tant que tel. Et donc ces agents de développement local pour l'intégration, alors c'était plutôt le financement d'un poste qui assurait à différentes échelles territoriales pour porter des constats, des analyses, mais une logique d'animation, moins de coopération, de coordination, mais plutôt d'animation en tant que telle. Et c'était un cofinancement d'un poste entre l'État et une collectivité. En 2005, donc la mise en œuvre des programmes régionaux d'intégration des populations immigrées et les programmes départementaux d'intégration pour pouvoir mieux répondre toujours à ces questions de coordination, d'harmonisation, etc. Donc c'est un peu long ce que je viens d'évoquer, mais ça me paraît important que c'est quand même, on a eu beaucoup de périodes où on a essayé de mettre en œuvre ces démarches en tant que telles. Ces démarches, à chaque fois, visent une co-contractualisation, un cofinancement sur des territoires, partant toujours du territoire en tant que tel. Toutefois, ça a été pour des publics peut-être différents en tant que tel. Donc c'est ce que je reviens, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui, on a un changement majeur qui est intervenu en 2006 avec l'obligation du contrat d'intégration et d'accueil et d'intégration qui est devenu ensuite le contrat d'intégration républicaine. À ce moment-là, en 2006, la politique d'intégration, elle s'est centrée sur les entrées et les étrangers primo-arrivants, c'est-à-dire les personnes ayant obtenu un titre de séjour durable sur les 5 premières années. Alors pourquoi les 5 premières années? C'est qu'au-delà de 5 ans après l'obtention d'un titre de séjour, on peut demander la nationalité française. Et du coup, à partir de 2006, la politique d'intégration s'est inscrite dans ce cadre-là en tant que tel. Et du coup, on a ciblé les publics en particulier, et au fur et à mesure, avec le développement de l'arrivée des demandeurs d'asile, on a eu une intention, dans le cadre de ces étrangers primo-arrivants, une attention particulière pour les bénéficiaires de la protection internationale. Ce que je voulais redire sur ce point, c'est que quelles que soient les orientations que je viens d'évoquer, il y a un élément
incontournable, j'ai dit contournable, mais en fait, il y a une petite faute là. Il y a le besoin d'une articulation des actions entre, les actions, les associations qui interviennent, l'État et les structures, pour assurer le processus d'intégration. Alors, hem, j'allais dire, hem, si je prends ma casquette de sociologue, on est bien d'accord que il y a bien une différence entre la politique d'intégration qui dit, bah, moi, l'État intervient en premier lieu sur les 5 premières années parce que c'est là qu'il faut mettre les moyens, etc. Et après, on va avoir toutes les politiques qui doivent intervenir pour accompagner ces étrangers primo-arrivants. D'un point de vue sociologique, la difficulté, c'est que le processus d'intégration est beaucoup plus complexe et que du coup, on a du mal à couper les 5 ans ou pas les 5 ans, etc. Mais voilà, on est bien sur des politiques publiques qui choisissent de cibler certains acteurs. Il faut quand même aussi rappeler qu'aujourd'hui, la ce qui est proposé en termes de politique d'intégration, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on avait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'obligation de maîtriser le français, etc. Et donc, on voit bien qu'on est dans une réalité très différente aujourd'hui. Juste un petit point, rappeler quand même cette réalité. Alors, je ne vais pas expliquer le schéma qu'on a travaillé au niveau de l'ORIV, mais pour montrer quand même que cette politique d'immigration avec le texte CESEDA qui a été disponible, enfin qui a été mis en place à partir de 2005, et la politique d'intégration pour bien distinguer cette politique d'immigration d'un côté, la politique d'intégration d'autre part, et le BOP 104 intervient bien sur cette partie politique d'intégration avec cette question des personnes et leur processus, avec les politiques sectorielles. Et donc, notre enjeu sur les CTAI, c'est cette articulation entre une politique pour les 5 premières années et ensuite la présence, la mobilisation, pardon, des autres politiques publiques, les dispositifs existants. Un petit zoom très rapide sur le contrat territorial d'accueil et d'intégration. Le dispositif a démarré en 2019 à l'initiative à l'époque du délai interministériel à l'accueil et l'intégration des réfugiés en tant que tel, donc le DIR. Et donc, au départ, on avait des CTAIR pour les réfugiés. C'était que pour les bénéficiaires de la protection internationale. En 2021, on a un élargissement du CTAI, ce qu'on appelle aujourd'hui territoire d'intégration, qui articule du coup à la fois la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés et la direction de l'intégration et de l'acquisition de la nationalité qui relève aujourd'hui tout ensemble du ministère de l'Intérieur. Ces CTAI, c'est bien une co-construction d'une politique en commun sur un territoire. Il s'agit bien d'améliorer l'accueil et l'intégration des étrangers primo-arrivants. Je reviens sur ce parcours d'intégration. Les publics concernés par le CTAI, c'est bien les étrangers primo-arrivants, signataires donc d'un contrat d'intégration républicaine, avec le lien du coup avec l'OFII en tant que tel. Et les actions éligibles sont la plupart des domaines de la vie quotidienne. Toutefois, et je reviens, et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de la langue française tout à l'heure et de linguistique, dans les contrats CTAI, il y a une obligation de prendre en compte le domaine de l'apprentissage de la langue française. Et il y a une recommandation par rapport au sujet du logement. Dans le cadre des CTAI, chaque CTAI doit à minima choisir 2 domaines d'intervention parmi la vie quotidienne, hein, donc 2 obligatoire, enfin 2 choix, mais dont une
sur l'apprentissage de la langue française. Donc ça veut dire que sur chacun des CTAI, de fait, il y a une approche sur la question de l'apprentissage de la langue. Comment se met en œuvre les CTAI? C'est à l'initiative de l'État et de la collectivité. Soit c'est une collectivité qui est demandeuse, soit c'est l'État qui sollicite et un dialogue qui s'inscrit entre les services de la collectivité et ceux de l'État. Quand on parle de collectivité, je le disais, pour le Grand Est, ça peut être une commune, une intercommunalité et un conseil départemental. On va le voir juste après. Le plus souvent, on a un diagnostic au départ partagé qui permet d'identifier les actions qui existent déjà et celles à approfondir. Comme je disais, ça touche tous les domaines de la vie quotidienne, les soins, le logement, l'apprentissage, l'emploi, mais aussi les questions de parentalité, d'inclusion numérique, la mobilité, le lien avec la société civile. Ça peut être une convention annuelle ou pluriannuelle. Quoi qu'il en soit, il y a une obligation de faire une demande de subvention annuelle. Forcément, il y a un financement de l'État en fonction de la taille et notamment du nombre de signataires du CIR sur le territoire et la collectivité qui intervient à hauteur de l'intervention de l'État. Donc c'est bien du cofinancement. L'État délègue les financements à la collectivité avec qu'on a contractualisé et c'est donc la collectivité qui finance les actions par auprès des associations et de la collectivité qui peut elle-même mener des actions. On est bien que à côté, parce que c'est des crédits du BOP 104, on peut avoir des moyens complémentaires. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut articuler les actions avec le droit commun, mais aussi les dispositifs Agir, par exemple, parce que ce qui est important, puisque on va avoir pour les bénéficiaires de la protection internationale le dispositif Agir en particulier, qui ne va pas durer sur les 5 ans. Donc, comment on articule ces éléments? Bien évidemment, on en a déjà évoqué l'OFRE et les contrats de ville, mais ça peut être aussi le CTG, etc., tous les dispositifs qu'il peut mettre en avant. Un point qui me paraît important, sur lequel le ministère met l'accent important sur la question d'évaluation et la plus-value qui est mise en avant par les CTAI en tant que tel. Puisque je rappelle, c'est des moyens complémentaires au droit commun. Voilà. J'ai été un peu rapide parce que je voudrais laisser la parole à un témoignage sur la CTAI d'Épinal en particulier. Comme vous le voyez ici, sur le Grand Est, actuellement, on a une dizaine de territoires qui ont signé un CTAI aujourd'hui ou précédemment, parce que des fois, il y a un rapport, un report sur une année. On a 2 projets actuellement en cours en tant que tel. Sur 2026, il y a des annonces aussi sur d'autres territoires. Mais comme vous voyez, on a des tailles de territoires très différents en tant que tel. Du coup, d'ailleurs, on a oublié Épinal. Ou c'est pas marqué? Oui, on a oublié, il n'y a pas Épinal dans la liste. C'est original. Je vous ai pas oublié, hein. Pour Épinal, on va le rajouter. Il en manque un. Voilà, pour Épinal. Peut-être avant de donner la parole à Marine Daniel, directrice du CCAS de Épinal, qui porte le CTAI sur Épinal pour un témoignage. Je vais passer la parole à Marine Daniel, que je remercie. Je crois que votre collègue est aussi présente. Si, je ne sais pas comment vous voulez intervenir, voilà, mais c'est un témoignage. Et encore un grand merci pour Épinal de présenter. Je vous en prie, merci à vous. Oui, donc Marine Daniel, directrice du CCAS et des directions à la ville de la ville d'Épinal. Et puis donc je suis accompagnée de Lara Géin qui est chargée de projet et qui intervient en particulier, enfin, en tout cas notamment sur le CTAI d'Épinal.
Donc CTI, petits éléments effectivement de l'origine de ce contrat pour la ville. C'est tout récent pour nous, hein. Il a été lancé à l'initiative du maire d'Épinal, après des discussions avec les services de la préfecture. Donc on a vraiment un portage lié à une volonté politique. Ça, c'est important de noter, à une volonté vraiment politique de la collectivité et du maire actuel pour déployer ce contrat. Donc, on l'a signé en 2024 avec l'État, donc en collaboration étroite avec la DETSPP, hein, les collègues de la DETSPP des Vosges. Et donc, c'est une convention qu'on a signée avec l'État pour 3 ans, donc 2024-2026. Et comme vous l'indiquiez tout à l'heure, Madame Maffesoli, effectivement, chaque année, ce contrat, même cette convention est signée pour 3 ans, mais pour autant, chaque année, on doit redéposer une demande de financement, de nouvelles actions, enfin établir un bilan et redemander des financements pour les actions. Euh, Petits éléments peut-être de contexte aussi, Épinal, c'est effectivement, donc le CTI porte sur la commune d'Épinal, sur le territoire de la commune d'Épinal. Épinal, c'est 30 000 habitants. Donc, voilà, c'est une spécificité aussi de ce CTI pour le Grand Est. On est vraiment sur un territoire relativement restreint. Donc 30 000 habitants, mais avec une part de la population d'origine étrangère assez faible comparativement, évidemment, à l'échelle nationale, mais qui pour autant, à l'échelle des Vosges, est importante. En tout cas, il y a un effet de concentration de la population d'origine étrangère à Épinal, du fait de sa position de ville chef-lieu et vraiment de ville des services à la fois administratifs et d'emploi et de bassin d'emploi pour quasiment l'ensemble du département. Les signataires du CIR à Épinal, c'est à peu près 150 personnes par an. Donc c'est pas voilà, c'est pas une population, c'est pas un volume, j'ai envie de dire insurmontable en tant que tel. C'est totalement totalement absorbable et relativement stable en plus d'une année sur l'autre, hein. Mais voilà, c'est donc signataire du CIR, donc 150 personnes par an, mais avec, et c'est là que vient un des points, effectivement, une réalité très différente parce que signataire du CIR et jusqu'aux 5 ans, puisque vous l'avez dit, hein, le CTI, s'adresse aux primo-arrivants. Donc, quel que soit leur motif d'entrée sur le territoire, bénéficiaire de la protection internationale ou regroupement familial ou motif économique. Pour Épinal, c'est quand même sur les signataires, la moitié des personnes viennent dans le cadre d'une demande d'asile, donc sont déjà pris en charge par les collègues notamment du DNA. Mais pour autant, voilà, le CTI a vocation à s'adresser à tous les primo-arrivants, quel que soit leur motif d'entrée sur le territoire, et donc avec également des réalités très très différentes depuis l'entrée et puis jusqu'à des besoins qui vont potentiellement donc s'étaler sur 5 ans. Certains vont effectivement trouver et être intégrés très très rapidement et entrer très vite dans le droit commun. Et puis pour d'autres, la question se pose de après 5 ans, est-ce qu'ils n'ont pas toujours des besoins auxquels potentiellement le CTI ou en tout cas les partenaires qu'on va identifier dans le cadre du CTI pourraient in fine, continuer à répondre. Donc, il y a cette question-là, effectivement, du public cible. Le CTI a vocation à s'adresser à un public de 0 à 5 ans d'entrée sur le territoire. Et on doit se concentrer sur cette cible-là, mais il y a un vrai enjeu à la question de l'après et de toutes ces populations qui sont, entre guillemets, sur le couloir d'à côté. Euh, donc le CTI, donc première année, donc on est en deuxième, enfin j'ai envie de dire, on est toujours en expérimentation hein, sur le CTI. La première année, bien entendu, c'est de la découverte pour un peu tout le monde, c'est-à-dire pour nous, pour les partenaires, pour les politiques qui portent pour le dispositif. Donc première année, c'est commencer à identifier les acteurs, à culturer les collègues à qu'est-ce que c'est qu'un CTI et qu'est-ce qu'on peut y mettre et qu'est-ce qu'on va y faire. Mais avec une enveloppe déjà financière qui nous a été attribuée dès la première année. Et donc, pour y répondre, on a lancé un appel à projet en fait auprès de partenaires avec lesquels on avait déjà commencé à échanger sur les territoires.
et pour couvrir, vous le disiez, les principaux axes qui sont à décliner. Donc, on avait identifié l'accès au français, puisque vous l'avez dit, c'est un axe qui est obligatoire. Et pour le reste, avec à l'issue de discussions et d'ateliers de travail avec les partenaires, on a mis l'accent sur la question de l'accès aux soins et de l'accès aux droits. La question du vivre ensemble via notamment la culture, l'action culturelle, qui pour le coup est quelque chose, voilà, c'est un champ d'action qui est plus spécifique à une collectivité. La question de la mobilité commence aussi à venir dans notre champ d'action pour cette année, pour les années à venir. Et puis un vrai enjeu sur l'interconnaissance des acteurs. Je pense que c'est ce qui revient le plus et ce qui va ce qui nous occupe finalement pour beaucoup, c'est cette question d'interconnaissance et de coordination. Euh, on a fait ce petit exercice avec Lara comme vous disiez, identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces sur ce genre de dispositif. Donc on s'est prêté aussi au jeu, hein, et c'est bien, ça permet un peu de prendre de la hauteur aussi par rapport au quotidien, la mise en place d'un tel contrat. Les forces, pour nous, c'est un réseau local associatif, institutionnel important sur le territoire. Épinal, c'est une ville chef-lieu où on a des associations qui sont présentes depuis longtemps, qui se connaissent et qui sont très très bien implantées sur le territoire, avec un engagement des professionnels sur ces questions d'accompagnement, d'intégration qui est très fort. Donc il faut savoir s'en saisir et les mettre en valeur. Et puis, je vous disais, l'autre force, c'est le domaine d'action du CTAI, puisque il a vocation à aller, j'ai envie de dire, là où les autres dispositifs ne vont pas ou ne sont pas prévus d'aller. Donc, la culture, le sport, l'accompagnement global et toute la vie citoyenne en tant que telle. Donc, c'est le champ des possibles est important, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on capitalise en fait sur ce qu'on sait déjà faire. Les faiblesses, oui, la coordination, l'interconnaissance des acteurs, ça demande du temps. Et quand on s'inscrit sur un dispositif qu'on doit réenvisager annuellement avec toutes les incertitudes qui peuvent peser sur ce genre de contrat, c'est toujours assez frustrant. Et oui, il y a vraiment cette question-là d'énergie qu'il faut consacrer à cette coordination. On a évoqué aussi tout à l'heure au début du séminaire, hein, la question de la multiplicité des sources d'information. C'est aussi, alors là, c'est à la fois une force mais aussi une faiblesse, puisque au bout d'un moment, peut-être on s'y perd, ça devient presque un escape game, hein, de savoir, où je me connecte, sur quel site, avec quel lien, et est-ce que je vais avoir toute l'info accessible tout de suite au même endroit. C'est compliqué pour les partenaires, on n'imagine même pas ce que c'est pour les usagers eux-mêmes. La question aussi de l'approche interculturelle des professionnels à renforcer, c'est-à-dire que on touche quand on identifie les partenaires, des partenaires qui sont entre guillemets, j'allais dire presque spécialisés sur la question de l'intégration et de l'accueil des primo-arrivants, dont c'est le métier, dont c'est la mission première. Mais on touche aussi, du fait de nos actions, des partenaires, mais y compris tout près de nous, c'est-à-dire au sein même du CCAS et des équipes de la ville, des publics, des partenaires, des professionnels qui n'ont jamais envisagé leur métier ou leurs actions sous cet angle-là, sous cette approche-là, des besoins spécifiques des primo-arrivants. Et il y a c'est à la fois une faiblesse, mais aussi un enjeu pour nous que via le CTAI de sensibiliser et les professionnels aux besoins particuliers de ces populations, et de savoir voilà comment rendre plus inclusif, j'ai envie de dire, l'ensemble des actions que l'on peut mener, même au quotidien, même dans le cadre du droit commun. Les faiblesses, on l'a évoqué aussi un petit peu en filigrane, évidemment, c'est la côté annuel, hein, du contrat et de ses financements, avec une incertitude sur est-ce qu'on va pouvoir continuer à un même rythme le contrat d'une année sur l'autre.
la réponse est un peu non. C'est-à-dire que concrètement, on va pas se le cacher, première année de financement du CTI, alors même qu'on démarrait tout juste, on va le dire très concrètement, on a obtenu une enveloppe de 90 000 euros pour l'ensemble du CTI, coordination comprise, tout compris. Cette année, alors même qu'on commence un petit peu à y voir plus clair et à avoir des partenaires engagés, l'enveloppe a baissé de 30%. Donc voilà, il faut savoir faire avec. Et, euh, et c'est là que, sous le champ, j'ai envie de dire, opportunité, on se dit, bon, c'est déjà bien d'avoir eu 60 000 euros. Bon, on aurait pu avoir zéro. Mais que l'opportunité, c'est d'aller chercher justement d'autres financements, de se coordonner, d'avoir cette agilité, de se dire, ok, sur le champ du CTI, on n'a peut-être pas une enveloppe énorme, mais à nous de trouver les bonnes combinaisons avec d'autres dispositifs, d'autres enveloppes. Le programme de réussite éducative, par exemple, c'est une piste. Vous parliez de la CTG tout à l'heure, via les financements de la CAF. La question de la santé mentale, il y a un contrat local de santé, un PTSM en place sur le territoire d'Épinal. C'est là-dessus aussi qu'il va falloir commencer à chercher pour articuler les choses et du coup aussi pouvoir financer peut-être autrement des actions pour les publics concernés par le CTI. Voilà, tout ça, ça demande une agilité, une connaissance de tout ce qui se fait sur un territoire. C'est pas simple, mais il y a entre guillemets, il y a que comme ça qu'on peut y arriver. La question les financements politiques de la ville sont aussi effectivement là-dessus les bienvenus, notamment quand on sait que oui, les populations primo-arrivantes sont pour la plupart du temps concentrées dans les quartiers prioritaires. Il y a une vraie opportunité à aller chercher de ce côté-là. Et puis, parce que l'opportunité, c'est que forcément, au fil de l'eau, les partenariats se renforcent et on a progressivement, et aussi du coup, via le séminaire comme aujourd'hui, un réseau qui va commencer à se développer aussi à l'échelle régionale, nous permettre d'envisager d'autres pistes et d'autres moyens d'action. Les menaces, mais ça c'est sans grande surprise. Évidemment, les incertitudes sur la politique nationale en matière de droit et de financement pour toutes ces actions-là. Le portage politique local aussi. Forcément, quand on est collectivité, on est soumis à cet aléa-là. Il y a des élections l'année prochaine. Est-ce que le CTI sera porté par la même équipe et soutenu de la même manière l'année prochaine? J'ai pas de boule de cristal pour vous le dire. Et puis voilà, toute cette interrogation sur la population cible, effectivement, puisque les partenaires avec lesquels on travaille nous disent, ok, le CTI 0 à 5 ans, comme je vous l'évoquais, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui sont sur le territoire depuis bien plus longtemps et qui ne parlent toujours pas français, ont toujours une situation ou pas bien le français, sont toujours finalement dans un isolement social qui se renforce du fait de cette non-maîtrise du français. Et il y a un vrai enjeu là-dessus pour la cohésion sociale au sein des quartiers, pour la cohésion des populations, tout simplement. Voilà, j'ai été peut-être un peu rapide. Je suis à disposition pour vos questions, puis même par la suite, pour tout échange sur le dispositif. En tout cas, un grand merci pour cette présentation, Madame Daniel, parce que voilà, ça permet donner du corps un peu à ce dispositif. C'est important de montrer que il y a la volonté politique, que on n'est pas sur des moyens financiers très importants. Pour autant, dans le contexte des moyens de la politique d'intégration, c'est quand même un levier, et c'est ça qui est l'élément important. Et je trouvais intéressant ce que vous disiez sur l'articulation avec d'autres dispositifs en tant que tel. Je crois qu'Emmanuel voulait réagir. Oui, Muriel, je voulais réagir sur cette présentation très intéressante, notamment sur les moyens de chercher des financements. Effectivement, sur les petits CTAI, ce que je vais dire, ça n'a pas vraiment lieu d'être, mais sur les gros CTAI, sur les CTAI conséquents, il faut vraiment penser à
à mobiliser les fonds européens, les familles. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit un CTI assez conséquent, puisque sur les fonds européens, en fait, vous avez un remboursement. Le fonds européen vient en remboursement des sommes engagées. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir une structure assez solide pour pouvoir porter les fonds, avancer les fonds. Donc, si je pense que c'est je fais toujours ce retour aux collègues des DD sur les fonds européens parce que ils ne sont pas suffisamment, on va dire, peut-être mobilisés, même si on sait qu'en termes de coordination, ça ajoute une charge au niveau ressources humaines dans les CTI, puisqu'il faut compter l'emploi à temps plein d'une personne qui sera chargée de coordonner ces fonds européens. Mais c'est vraiment une ressource qu'il ne faut pas hésiter à envisager, à mobiliser si vous êtes sur un gros CTI. Merci, Emmanuel, ce complément. Effectivement, c'était intéressant de dire que sur le Grand Est, effectivement, on a la taille des CTI n'est pas du même type. La plupart, aujourd'hui, sont articulés à un contrat de ville. Et d'ailleurs, en parallèle de ces réunions, des séminaires mensuels, on a mis en place un réseau entre les CTI, justement pour mettre en avant les bonnes pratiques. Voilà, ça nous paraissait important. Je vais terminer par solliciter l'association Franca Assae pour une petite présentation de structure, parce que la logique d'interconnaissance, elle passe aussi par cela. Et donc, je remercie déjà Lilia Butsanka-Alarui, si je l'ai dit correctement. Voilà, je vous donne la main tout de suite. Super, bah merci beaucoup déjà de me permettre d'assister à ce séminaire. C'est super important pour les associations comme les nôtres qui sont surtout une association locale. Donc on est en contact direct avec le public et on essaye aussi d'avoir des brides d'informations par-ci par-là. Et le fait d'intervenir aussi me permet de donner peut-être un point de vue plus dans un accompagnement global. Donc nous, association Asae Franca, donc Asae qui veut dire association de soutien et aux activités éducatives Franca. Donc nous, on propose d'accompagner un public majoritairement issu d'un quartier prioritaire. Excusez-moi. Donc, on est situé sur le plateau de Haye à Nancy et on retrouve plus de 50 nationalités qui sont présentes sur le plateau de Haye. Nous, à Zaï Franca, on a 3 pôles différents, ce qui nous permet d'accompagner une grande diversité d'âges. Donc, on a un premier pôle qui est le pôle 6-12 ans, un autre pôle adolescent, donc entre 12 et 17 ans. Et ça faisait 3 ans que ce pôle n'avait pas été ouvert. Donc, grâce à ma venue en septembre, on a ouvert le pôle parentalité, qui englobe en fait aussi les familles indirectement. Donc, moi, je vais accompagner surtout les parents et les enfants qui ne peuvent pas aller dans ce pôle 6-12 ans ou adolescents, donc entre 0 et 6 ans. Parce qu'on a remarqué que les parents avaient cette difficulté à assister à des activités proposées sur le plateau parce qu'ils avaient les enfants justement en charge, surtout les mamans en fait concrètement. Donc nous, on propose aussi dans ce pôle parentalité les cours de FLE. Donc l'intervention qui ont été faites aujourd'hui était très pertinente pour nous parce que nous, en fait, on met en place des cours de français, mais nous ne sommes pas dans la capacité de proposer une certification aux apprenants. Ce qui fait que ça rend difficile un petit peu l'accompagnement quand on n'a pas ces outils. Donc, comme l'outil qui a été présenté, c'est super enrichissant pour nous de l'avoir et de pouvoir orienter les différents acteurs. Parce qu'en plus des apprenants, nous avons des bénévoles qui parfois n'ont pas forcément cette certification FLE et qui souhaitent de bonne volonté se former en fait. Donc, c'est super pertinent. Et après, on remarque aussi des problématiques d'intégration majeures, c'est-à-dire que les personnes, les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver ne savent pas forcément vers qui se tourner quand ils arrivent, notamment sur le plateau de Haye.
Ils savent qu'il y a des structures qui sont mises en place, mais par différents moyens aussi, peut-être manque de moyens, manque d'outils. Quand ils savent pas parler français, c'est difficile de se tourner vers des personnes, par peur de se faire juger, par exemple, de pas maîtriser la langue. Donc nous, on essaye vraiment de créer cette ambiance familiale, assez familiale, où on les met en confiance et on se dit que c'est comme ça qu'on arrivera à faire cet accompagnement global en leur proposant d'un côté d'être accompagnés nous. Donc on les accompagne aussi dans différentes démarches. Les jeudis matins, on propose des permanences pour les accompagner à remplir des documents, par exemple, quand ils n'y arrivent pas. Euh, et derrière, donc, on propose pour leurs enfants donc des aides aux devoirs sous forme de classe, donc contrat local d'accompagnement, pardon, oui, d'accompagnement local. C'est ça, Et donc, et donc, ce qui la nous permet scolarité. aussi, d'un autre côté, donc d'accompagner ces enfants à faire leurs devoirs et de renforcer les difficultés, pardon, de renforcer l'accompagnement contre ces difficultés. Donc, si on voit qu'un enfant, par exemple, a du mal dans le français, eh ben, nous allons l'accompagner dans ça parce qu'il a des parents qui, malheureusement, n'ont pas les outils pour l'accompagner. Donc ça vaut pour les 6-12 ans et les adolescents également qui viennent donc dans la semaine. Et on propose pendant les vacances donc du CLSH. Excusez-moi. C'est pas grave. Donc c'est un centre de loisirs sans hébergement dans lequel donc on accueille les enfants les 2 semaines de vacances. Donc les matins on va faire de l'aide aux devoirs. Donc pareil, comme ça les parents ça les allège, surtout quand ils peuvent pas le faire eux-mêmes. Et après, on propose des activités donc culturelles, sportives, qui va leur permettre aussi de découvrir leur quartier, leur ville, etc. Donc les problèmes aussi que donc suite à toutes ces interventions, les problèmes qui en tirent, c'est pour le FLE le manque de place. Parce que même avec les autres acteurs sur le quartier qui proposent le FLE, on remarque qu'il y a beaucoup de demandes pour peu de places disponibles. Et aussi un très grand isolement des familles, surtout des mamans qui arrivent et qui sont un petit peu perdues. Euh, Elles ont tendance à s'isoler, donc nous, on essaye aussi de leur proposer des activités parentalité pour éviter cet isolement. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair et merci encore. Un grand merci de cette présentation, hein. C'est important pour montrer qu'à chaque fois on s'inscrit sur un territoire. Juste rappeler que sur le site de l'ORIV, vous pouvez accéder toujours à toutes les ressources des séminaires qui ont eu lieu. On vous envoie tous les mois un ressource intégration. Je rappelle aussi que l'ORIV est centre de ressources sur ces questions. Donc n'hésitez pas de nous solliciter si vous avez besoin. Merci à vous.